à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade pour une deuxième chronique sur un pays qui s'appelle le Kirghizistan avec Éric Dufour dont nous avons présenté les motivations, la carrière et pourquoi il est allé dans ce pays. Et à travers cela, eh bien, on va le découvrir. Et donc nous allons continuer et parler de ce qui l'a motivé pour aller dans ce pays et qu'il nous dise très très brièvement, très brièvement, les deux conférences qu'il a faites. Bonjour Éric, déjà. Bonjour Bernard, bonjour André. Bonjour André. Bonjour. Voilà, alors finalement, pourquoi Éric es-tu allé là-bas et est-ce que tu as vu le professeur Kulmir-Zaev, c'est ça? Kulmir-Zaev, oui. D'accord. Et tu as visité 5 facultés, entre autres, avec des rencontres universitaires, et tu as présenté 2 conférences. Tu peux nous résumer en 3 minutes top chrono, tout ça? Donc oui, je suis allé au Kirghizistan. Donc j'avais, comme je l'ai dit la fois précédente, accueilli 2 fois 2 ans ce professeur de l'université Manas. Et donc on avait vraiment sympathisé, on avait eu des travaux de recherche qui étaient vraiment très intéressants. Oui. On avait un peu une vision similaire. Et donc on a toujours continué après, parce que donc la dernière rencontre était en 2007. Moi, il a son deuxième un peu séjour à Clermont-Ferrand, c'est entre 2005 et 2007. Oui. Et après, il est retourné chez lui. Il a été vice-recteur donc vice-président de l'université Manas jusqu'en 2023. L'université Manas, c'est une des grandes villes de... Non, Manas, c'est un héros kirghiz, on reviendra peut-être. D'accord. Mais donc, l'université est à Bishkek et Manas, c'était un héros du Kirghizistan du XVIe siècle à peu près, 14e, 16e, je ne sais plus exactement. Donc, pour revenir à ta question, Bernard, je lui avais toujours dit que j'irais lui rendre visite. Bon, voilà, après, entre 2007 et 2024, il y a eu quand même l'eau sous les ponts. Mais tu l'as fait. Mais c'était surtout, c'était une question d'opportunité, puis de temps, et puis il y a des tas de raisons. Dans lequel j'avais vraiment envie, parce que j'ai toujours été curieux. Je suis allé, c'est bien. De par les programmes de recherche que j'ai conduits, j'ai visité pas mal de pays. Moi, je suis allé dans de nombreux pays de l'Union européenne, dans le cadre de projets européens. Je suis aussi allé dans le cadre de collaboration dans les pays du Maghreb, sur le pourtour méditerranéen. J'en ai visité pas mal, toujours dans les aspects de collaboration scientifique. Il y a eu beaucoup de collaborations avec le Maghreb également. Ouais. Bon, on a eu des collaborations quand j'étais à l'ENITA avec le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Liban et Israël aussi. D'accord. Je suis allé dans tous ces pays. Je suis allé aussi dans le cadre de collaboration au Pakistan. J'ai accueilli une doctorante pakistanaise, qui est d'ailleurs maintenant professeure dans une université au Pakistan. Donc voilà, j'ai toujours été curieux, indécrotablement curieux quand j'étais gamin. C'est super d'être curieux. Et puis, je veux dire, pendant toute ma période professionnelle, que ce soit sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan de découverte des autres. Et donc, là, au moment de la retraite, je me suis dit, c'est le moment, là, je veux dire, j'ai plus de contraintes particulières. Et donc, voilà, j'ai décidé d'y aller. Et puis, Silbeck a été aussi un peu plus libre pour m'accueillir. Parce que, un peu là, il a été pendant une quinzaine d'années vice-président de l'université Manas. Donc très occupé, très prenant. Et donc, j'y suis allé. Puis, moi, j'aime bien aussi un peu pouvoir apporter quelque chose. Donc, d'où la proposition de faire 2 conférences, une sur le développement rural en France et l'autre sur les travaux qu'on avait menés ensemble. Oui, juste... Alors, il y a de la communication. Dans quelle langue? Anglais. Anglais. Tout ça se passe en anglais. Oui. C'est la langue internationale par excellence dans le monde scientifique en général. Oui, tout à fait, parce que moi, je parle français et anglais. Donc, voilà. Faut être bilingue. Oui, je pense qu'avec l'anglais, on s'en sort un peu au moins dans son domaine.
Oui. Mais après, voilà, je viens faire sur le développement rural, c'était aussi c'était une proposition, puis un intérêt de la part du Kirghizistan. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce que tu as dit sur le développement durable, rapidement? Rural, le développement rural, le développement des territoires. Rural. Donc c'est autour un peu de tous les politiques européennes, donc au niveau Europe essentiellement, mais avec des déclinaisons françaises, mais la politique. Donc c'est autour de la politique agricole commune, c'est autour de tout ce qui est les projets FEDER, LEADER. Et eux, ce pays travaille avec l'Europe? Non, Pas ils travaillent, ils sont pas dans l'Europe. Il y a il y a eu quelques collaborations, mais il n'y a pas de projet, à ma connaissance en tout cas. Structuré toujours. Structuré, oui. C'est un petit pays, je veux dire. Je disais tout à l'heure 200 000 km², 7 millions d'habitants. Ouais, voilà. Mais après, l'université Manas, c'est une des universités les plus réputées d'Asie centrale aujourd'hui. D'accord. Donc et elle accueille des étudiants turcs, du Kazakhstan, d'Ouzbékistan. Est-ce qu'il y a chez ces étudiants, est-ce que c'est plutôt telle catégorie sociale ou autre qui y parvient? Ce problème de la formation de base, quoi. Honnêtement, je ne sais pas, mais après, je ne sais pas s'il y a des bourses au Kirghizistan, parce qu'il y a aussi des étudiants kirghizes, et la majorité sont des étudiants kirghizes. Après, honnêtement, je ne saurais pas dire. Je ne sais plus les études, je ne sais pas si elles sont, je ne suis pas sûr qu'elles soient payantes d'ailleurs, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a une diversité. Par contre, ce qui est demandé, c'est de parler donc le kirghize, je crois, le turc. Si on veut faire des études là-bas, il faut et l'anglais est indispensable pour les étudiants de cette université-là. Voilà. Et c'est donc bon, oui, ça sélectionne quand même. Je veux dire, c'est pas une vocation scientifique principalement. Faut qu'on continue sur ce que tu as dit. Oui. Quelle était la conclusion de cette première conférence alors? Disons qu'il y avait un intérêt dans la mesure où le Kirghizistan aujourd'hui se pose des questions sur son développement, et donc voilà, c'était un peu d'apporter un peu des exemples de ce qui se passe en Europe, en France, autour des programmes, par exemple aussi Leader. J'ai parlé des programmes Leader qui nous concernent, nous, puisque nous avons un programme Leader qui est sur les vallons de Vilaine. Donc voilà, c'était autour de ça, de faire un peu un retour d'expérience sur... Et donc, c'est un modèle qui les a intéressés? Ouais. Il y avait un intérêt. Après, je sais pas. Après, moi, je n'ai pas de prétention de vouloir imposer un modèle. Aussi, il y avait un intérêt parce qu'après, j'ai été interviewé dans le cadre d'une émission à la télévision. Radio, télé, ouais, super. Voilà. Mais donc, c'est qu'il y avait un intérêt. Mais après, je sais pas. Moi, il y a une volonté aujourd'hui un peu de faire évoluer, de développer l'agriculture qui est existante. Donc, voilà. Les terres s'y prêtent. Et ensuite... Il y a tout type de terres. Et ton deuxième exposé était consacré à... Il était sur la mesure de la qualité des aliments par des méthodes rapides sur lesquelles nous avions travaillé. Mon collègue était venu à tu avais travaillé avec ce collègue. Et qu'il développe dans son université depuis son retour au Kirghizistan en 2007. Puisque dans la dernière... projet où il est venu, qui sont donc c'est dans le cadre d'un appel à projet européen auquel nous avions répondu. C'était sur 3 ans. Il y avait les 2 premières années qui étaient en France pour apprendre la technique, et la 3e année c'était de retour au Kirghizistan avec des financements pour avoir des doctorants et aussi acheter du matériel pour pouvoir mettre en œuvre les techniques apprises en France. Alors, c'est une technique qui permet de détecter la qualité de la viande, c'est ça, non? Qualité de la viande, des fromages, de suivre l'affinage des fromages, de déterminer, d'identifier des bactéries sur des supports alimentaires. Donc, voilà. Technique physique, chimique? Physique, par fluorescence, donc c'est-à-dire on envoie de la lumière sur un échantillon. D'accord, oui. Cette lumière est réémise à d'autres longueurs d'onde et est absorbée par l'échantillon, réémise par certains composés de l'aliment. Et c'est cette lumière réémise que l'on enregistre et après que l'on analyse à l'aide d'outils mathématiques. Voilà, donc. Ce qui manque dans ce miroir. Le miroir absorbe. Le miroir absorbe, oui, mais bon, là, oui, je ne veux pas rentrer dans les détails. Oui, voilà, c'est pour dire que c'est un principe physique basé sur la lumière
que la lumière, d'ailleurs c'est pour ça que l'on voit, interagit avec ce qui nous environne, et donc on a un peu ce qui n'est pas absorbé, qui est réémis par ce qui nous entoure, par les personnes que j'ai en face de moi là aujourd'hui, qui fait que je les vois. Bien sûr. Et donc voilà, mais on ne rentrera pas plus dans les détails. Non, c'est pas l'objet justement. Non, l'important c'est d'expliquer. La première exposé était d'intérêt général et il y avait des économistes, il y avait le recteur, le président de l'université qui était là. Et puis la deuxième était plus au niveau du labo scientifique de mon collègue, qui est pour présenter un peu des travaux que nous avions menés ensemble, avec une idée de masterclass, de classe, un peu de professionnalisation pour les étudiants qui étaient là. Donc tu as visité plusieurs facultés, c'est ça? Oui, j'ai eu l'occasion de visiter pas mal d'universités. Uniquement scientifique? Oui. Médical? Vétérinaire, économie, aussi tout ce qui est communication, médias, voilà. Et puis, tu as été impressionné, il se développe bien, c'est un pays qui se développe bien. J'étais impressionné. L'université, j'étais très impressionné même par rapport à ce que je connais des autres universités que j'ai pu voir au niveau du Maghreb, ou je veux dire par rapport à si on compare à ces pays-là, ou même au Liban, où je veux dire l'équipement là que j'ai vu au niveau du département de technologie et d'ingénierie alimentaire était vraiment du niveau de ce que l'on voit chez nous. Et donc, ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, cette université aujourd'hui est une des plus reconnues au niveau de l'Asie centrale. La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser. Tu as fait aussi quelques visites culturelles. Oui. Le musée d'histoire de l'État de Kirghiz, le bazar Osh à Bishkek. Boulangerie. Des boulangeries aussi, oui, et des entreprises agroalimentaires. Très intéressant, les boulangeries. Très rapidement, le musée d'histoire de l'État, ça retrace toute l'histoire du pays, c'est ça? Oui, toute l'histoire du pays, depuis l'arrivée des premières tribus qui venaient donc de Sibérie. On considère qu'il y a 40 tribus qui sont venues et qui sont installées sur ce territoire qui est le Kirghizistan aujourd'hui. D'ailleurs, ces 40 tribus se retrouvent sur le drapeau kirghize, où on peut voir 40 rayons de soleil, si on regarde bien. Je ne les ai pas comptés, j'ai lu ça. Je ne les ai pas comptés. C'est un peu comme les États-Unis avec leurs étoiles, quoi. Bon, quelque part. Et ça, c'est encore une signification assez importante pour les Kirghizes, que j'ai rencontrés en tout cas, un peu cette histoire. Donc voilà, ça commence là. Après, il y a toute un peu l'évolution depuis donc les premiers siècles, disons, des tribus nomades. Des tribus nomades, mais aussi avec un peu des occupations par d'autres un peu empires. Donc on parlait des Mongols, on parlait des Turcs, mais en gardant toujours un peu cette culture. Et aussi avec des choses très intéressantes qui m'ont marqué. Par exemple, au niveau du 5e, 6e siècle, les gens qui étaient au Kirghizistan, ces tribus, ont fait des petites statues qui font, 60 cm de haut en pierre et qui représentent des personnages, mais vraiment... et moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était en dehors de ce musée, dans le parc qu'il y a autour de ce musée. Ça s'appelle les Balbal, ces statues. Et je sais pas, pourquoi ça m'a vraiment marqué. Elles représentent des personnages, dans une activité donnée, non. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien à faire avec les mythes? Si, parce que je veux dire, tout ce qui est... je sais pas d'ailleurs, non, mais donc tout ce qui est le chamanisme était quelque chose à l'époque qui était, donc important pour au niveau culturel, au niveau religion. C'était des religions animistes plutôt, non? Oui, le chamanisme. Chamanisme. Sachant qu'aujourd'hui, la religion principale... C'est l'islam. L'islam. Un monothéisme. Oui, un monothéisme et donc islam sunnite très arrangeant dans la mesure où, on boit de l'alcool tous les jours. Les Kirghizes boivent de l'alcool très régulièrement. Là, c'est peut-être l'influence russe qui les a, qui ressort là. Mais en tout cas, voilà, c'est un islam qui est sunnite et qui est très tolérant. Et dans le présent actuel, le statut des femmes
Et plus proche de l'Occident ou comment? Il est totalement équivalent à l'Occident pour moi, Ouais, ma vision. Parce que, je veux dire, il y a eu l'Empire soviétique qui, l'URSS, Le matérialisme. qui a quand même mis aussi sa patte sur un peu cette culture-là. Et donc, on n'est pas comme, je veux dire, même si la Turquie, il y a le kamalisme encore aujourd'hui, beaucoup de beaux restes au niveau de la société. Mais on est sur une société, pour moi, telle que je l'ai perçue, très occidentalisée. Et au niveau des femmes, je veux dire, il n'y a pas de... La prévalence du droit sur du droit local sur un droit religieux, finalement. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Mais on n'est pas loin de l'Afghanistan, pourtant. Bon, il y a quand même... Et il y a les montagnes. Puis il y a le Tadjikistan, l'Afghanistan. Oui. C'est ça, il y a quand même Il y a une barrière. une barrière. on va Non, dire. mais après, je pense que c'est l'Empire soviétique qui a fait vraiment... qui a mis son empreinte sur la culture. Donc c'est pour ça que sont des peuples qui sont très riches parce qu'ils ont été sous un peu... il y a eu des différentes cultures, ils ont été sous l'influence de différentes cultures et ils s'en ont enrichis. Et donc... Pardon. Ils ont appris une forme de tolérance, finalement. Oui, mais où ils ont gardé cette tolérance qu'ils devaient avoir. Après, c'est aussi... ça n'a pas toujours été très... je veux dire, il y a eu aussi des moments assez violents dans ce territoire. Dans le passé, j'entends aujourd'hui, certainement peut-être. Mais voilà, c'est... comme l'histoire nous en a fait connaître à beaucoup d'endroits. Tu as visité aussi le bazar Hoche. Alors, c'est un souk, c'est quoi? Oui, c'est un souk, et donc, puisqu'on est en Asie. Donc c'est très riche en il y a de tout, tous les commerces, et très riche en couleurs, on trouve de tout, allant depuis le pain, on parlait du pain, jusque, je veux dire, les légumes, les fruits secs, et puis la viande. Oui. Moi, juste, compte tenu du climat, ce bazar est couvert. Oui, comme tous les bazars d'ailleurs. Et donc, il y a une sorte de microclimat aussi en même temps à l'intérieur, parce que j'imagine qu'il doit faire très froid des fois. C'est à 800 mètres d'altitude, c'est ça? Oui, moi, l'hiver, c'est un climat continental, indépendamment de l'altitude. Je veux dire, l'hiver, il fait froid, l'été, il fait très chaud. Et moi, je suis allé justement à une période où il ne faisait pas trop chaud. Tu étais quand? À quelle période tu es allé? Fin mai, début juin. C'est ça, c'est pas encore trop chaud. Non, j'avais choisi cette période parce que voilà, c'était... Et donc, pour revenir, et aussi le bazar, il y a aussi tout ce qui est vêtements et autres. Ça couvre comme tous les bazars, je veux dire, que l'on voit dans ces... Ça ressemble au bazar qu'on peut trouver au Maghreb, en Israël, si j'étais méchant, j'irais une grande surface, quoi. D'accord. Oui, grande surface, un peu avec les structures un peu plus légères. Oui. Mais mais oui, mais c'est impressionnant, oui. Donc, comme je suis ma valence, c'est quand même l'agroalimentaire, donc tout ce qui est agroalimentaire m'intéresse. Alors, pour l'alimentation, alors on trouve de tout dans ce bazar, alors. Ah oui, tu trouves de tout, oui. Et le pain, il est comment? Le pain, l'aliment de base. Il est... Je sais pas si... Oui, c'est un aliment de base parce que c'est important. Comme chez nous. Et donc, il est très différent parce que le pain... c'est difficile de dire à la radio, mais voilà, il y a, lors du façonnage du pain, sont des pains ronds assez plats, mais sur lesquels il y a des motifs de dessinés, et donc que l'on retrouve après la cuisson. Et la cuisson traditionnelle, c'est de faire cuire ces pains sur la paroi verticale du four. Pas au fond à plat, mais sur la paroi verticale. Le boulanger colle le pâton sur la paroi du four. Comment il le colle? À la main. À la main, comme ça. Et avec quelle céréale? Principalement le blé? Le blé, oui. Alors là, donc, ça, tu trouves ça au bazar, mais tu trouves ça aussi dans les boulangeries, c'est ça? Oui, on trouve ça même sur la route, des petites boulangeries au bord de route. Parce que je vois que tu as indiqué... visite de plusieurs boulangeries. Donc, pourquoi j'ai visité les boulangeries? Parce que notre fille a fait sa thèse sur le pain. Sur le pain, d'accord. Donc là, avec quelqu'un qui avait fait un livre sur les pains au niveau mondial. Et donc voilà, elle travaille encore là, elle travaille actuellement sur
dans un autre domaine, mais sur le pain. Et donc voilà, c'est donc pour ça qu'il y avait ce tropisme-là sur le pain. Tu lui as apporté beaucoup d'informations aussi. Ouais. Bon, elle connaissait ces pains-là. Elle connaissait, d'accord. Moi, voilà, c'était de montrer un peu ça. Il y a beaucoup de cultures de céréales. Autour de Bichkek, oui, il y en a. Même sur des endroits un peu plus élevés. Parce que moi, c'est plus de l'orge dans certains territoires. Mais le blé, oui, Bichkek, il y a du blé. Ça peut être irrigué dans certains endroits. Et tu as visité pas mal d'entreprises agroalimentaires. De quel secteur? Végétal, animal? J'ai visité 2 entreprises agroalimentaires. Une dans le domaine des boissons fermentées et l'autre dans le domaine des saucissons cuits. Donc, voilà, j'avais demandé à visiter des entreprises agroalimentaires et donc on a exaucé mes souhaits. Super, c'est bien. C'était super. Et donc j'ai visité 2 entreprises qui étaient au standard de chez nous. Voilà, parce que je dis pas que toutes les entreprises là-bas sont comme ça. Quand tu dis boissons gazeuses, du champagne, fermentées, non, c'est des boissons à base. Ils font aussi ils faisaient du vin. Il y a de la vigne. Il y aurait à nouveau de la vigne. Je reviendrai peut-être après, mais sur les boissons fermentées. J'ai pas pris d'eau. On n'a pas de. Donc, c'est à partir d'orge de mou qui est fermenté par des micro-organismes classiques. Ouais. Il y a 5-6 boissons comme ça, où la recette varie. Mais donc, la principale, c'est le Taksim. C'est boisson à base d'orge de céréales, donc qui est un peu comme on fait un mou comme pour la bière. Après, elle est fermentée par des bactéries et des levures. Ouais. Et la bière. Non, parce que on garde le mou dans le produit. Ah d'accord. Ouais. Et donc ça fait un produit semi-liquide. Semi-liquide. Il y a de quoi manger en même temps. Voilà, et qui est très populaire là-bas, qui a un goût très acide. Et c'est là un peu tous les produits que j'ai goûtés, donc les boissons. Si on pourra parler aussi du koumis après. Ces boissons sont vraiment très acides et c'est un goût que nous on connaît pas, que moi je connais pas chez nous. Vraiment très très acide. Ah oui, très très. Ouais. À la limite aigre pour moi. Ah ouais. Mais eux adorent ça parce que par exemple le Maxime c'est produit dans des entreprises et c'est vendu sur le bord de la route. Et ils ont il y a des personnes qui vendent ça. C'est dans des bidons qui sont réfrigérés pour maintenir parce que l'été il fait chaud. C'est surtout des boissons rafraîchissantes donc l'été. Et donc sur les bords de la route on peut demander un verre. Il y a du contrôle alcoolique. Et le taux d'alcool, il est de, je crois, 1,5%. Ah, c'est pas énorme. Non, mais c'est une boisson fermentée parce que ça implique des micro-organismes. Oui. Comme le fromage est un. Il ne faut pas monter en alcool. Oui, le fromage fermenté. Mais c'est pas, je veux dire, voilà, c'est pas, l'alcool n'est pas. Oui, pas très fort, c'est pas très fort. Et donc, voilà. Et donc, c'est commercialisé sur la route. Moi, j'en ai pris 1 ou 2 fois. Et je veux dire, on voit la personne, on demande. Et puis, en général, il y a deux produits différents. Je ne sais plus par quoi ils varient. Mais... Donc, voilà. Et puis, il y en a des autres aussi. Donc c'est ça. Et puis j'ai visité aussi une entreprise qui fait du saucisson. Saucisson de vache, de cochon, de quoi? Nous sommes dans un pays musulman, mon cher. Donc du cochon. Je plaisante, bien sûr. Et donc c'était des produits à base de viande de vache, bovin. Des bovins, ovins, mais aussi beaucoup cheval, parce qu'il y a beaucoup de chevaux là-bas. Et donc, et il y a encore beaucoup de chevaux pour faire le koumis. On viendra après. J'y tiens au koumis. Tu vas nous dire le koumis. Et donc, voilà, et cette entreprise était aussi très, très moderne. C'était le fondateur de cette entreprise, parce qu'elle est très récente. C'est quelqu'un qui était dans le domaine de l'informatique, qui a quitté ce domaine, comme ça. Et qui est revenu, parce qu'il était en Russie, je crois, est revenu investir au Kirghizistan. Et il a créé cette usine qui est très moderne, qui a, je veux dire, vraiment des équipements, qui a aussi au niveau du suivi qualité informatisé, une traçabilité des lots et tout. Donc, je veux dire, c'est quelque chose. Avec des normes de chez nous, quoi. Oui, tout à fait. Mais l'usine est comme chez nous. Et l'intérêt, c'est que chez nous, on ne peut plus visiter d'usine, parce que pour des questions de sécurité, chez eux, on peut encore visiter. Donc voilà, ça il y a des règles de sécurité importantes au niveau agroalimentaire.
là-bas aussi. Oui, il y a des contrôles. Après, je pense pas que ce soit aussi lourd que chez nous. Moins lourd il y a des contrôles. Et il y a des services qui contrôlent et d'autocontrôle. Mais après, je suis pas rentré dans les détails. D'accord. Mais voilà, il y a des contrôles, les gens. Alors, parle-nous du coumis. Alors, c'est quoi le coumis? Coumis agricole. C'est bon déjà? Ça t'a plu sûrement. C'est un produit, ça c'est vraiment le produit emblématique de l'existence. Ça s'écrit comment? K-O-U-M-I-2-S M-Y-S. Il y a plusieurs orthographes. Ok, pas grave, d'accord. Et en tout cas, oui, c'est ça, c'est un cas, coumis. Et donc, c'est du lait de jument fermenté. Ah, ouais. Et donc, c'est produit sur les estives, les alpages, donc en altitude, et donc c'est du nomadisme, du pastoralisme, nomadisme. 60% de la population kirghize est encore en milieu rural. Sont des gens qui vivent dans des yourtes parce qu'ils se déplacent tous les 15 jours, tous les mois. Ils se déplacent d'un coin à un autre pour que les juments... Une forme de nomadisme, quoi. Oui, c'est pour l'alimentation des juments. Ils sont encore très attachés à cette culture nomade. D'où les chevaux. D'où les chevaux. Et donc, avec les yourtes aussi. Donc, ce sont on déplace la maison et les animaux, tout, quoi. J'ai même vu une chose amusante, ils déplacent aussi les ruches parce qu'ils font beaucoup de miel au Kirghizistan. Et donc les ruchers sont sur... En fonction des sites... sont sur une remorque, un chariot. Et donc, elle est mise à un endroit, le chariot avec les ruches est mis à un endroit. Et après, quand il n'y a plus de fleurs, c'est déplacé à un autre endroit. Ah, on ne fait pas ça ici, on déplace les ruches. On déplace aussi les ruches. On déplace les ruches, mais pas avec des camions, quoi. Mais ils ne sont pas tout le temps... Là, c'est le fait qu'ils étaient tout le temps... Ils suivent la nature, finalement. Oui. Alors, les juments, le lait de jument. Oui. Alors, le jument, c'est pas une vache, ça, on est d'accord. Mais... comment on peut... Mais comme tout mammifère. Donc on va la laisser produire... On va lui laisser produire constamment du lait, comme les vaches. Et on produit, je ne sais pas la durée de lactation, mais comme une vache. Oui, comme les vaches. Sachant que les poulains restent avec les juments. Oui. Et donc ça permet de maintenir la lactation pendant... un temps certain, je ne sais pas la durée de lactation. Alors que pour la vache, c'est pas le cas. Non, mais les veaux ne restent pas tout le temps avec leur non, mais il faut quand même que la vache, il faut qu'elle vèle chaque année. Il faut véler, parce que oui. Et donc pareil pour la jument. Oui, pareil. Mais sauf là, voilà pour. Et en plus, c'est vrai chez les hommes aussi. J'ai dit chez tous les mammifères. Oui. Nous sommes des mammifères primates. Et donc, une chose qui était, je vu aussi qui était assez amusante, c'est que les poulains, la journée, sont enfermés dans un enclos. Les juments sont libres, elles vont pâturer. Et pourquoi les poulains sont enfermés dans des enclos? Pourquoi? Bonne question. Pour que les juments ne partent pas à perpète et reviennent pour nourrir leurs petits. Bien sûr. Voilà. Donc comme ça, elles reviennent. Voilà, elles reviennent. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher, elles reviennent toutes seules. Super. Oui. Mais c'est là où c'est une loi de la nature, si j'ose dire. Il n'y a pas de clôture, il n'y a aucune clôture, et je veux dire, les animaux, que ce soit les chevaux ou les moutons, parce qu'il y a aussi pas mal Qui est propriétaire des terres, alors bonne question, je pense que là, c'est comme chez nous aussi, je suppose que c'est l'État ou c'est... oui. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des terres, sur les terres agricoles, depuis la fin du communisme, les agriculteurs ont des parcelles de terre, ils sont propriétaires. Pour eux, quoi. Mais là, dans ces estives, ces alpages, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être la collectivité. La collectivité, l'État, je ne sais pas. Donc, tu as fait des visites touristiques au parc d'Ala Archa, la vallée de Tchoui, du lac Issyk-Kul. Alors d'abord, le parc d'Ala Archa, c'est un parc naturel, c'est quoi? Oui, c'est un parc naturel qui est en banlieue de Bishkek, qui est à 40 km de Bishkek, donc les habitants de la capitale... C'est accessible. Oui, c'est très accessible, c'est très... Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas en voiture, voilà, c'est la sortie du week-end, c'est d'aller dans ce parc avec des paysages quand même grandioses, parce qu'on a... Bon là, je sais pas, je crois que les points culminants les sommets culminent à vers 4000 mètres de ce côté-là, mais au Kirghizistan, il y a 3 pics sommets qui sont à plus de 7000 mètres.
On n'est pas loin. C'est des effets de l'Himalaya. On n'est pas loin de l'Himalaya, tout à fait. Oui, c'est les Indes qui poussent. Et donc voilà. Avec des paysages type alpin et c'est grandiose. Et la vallée du Tshui aussi, c'est dans le même coin aussi. Non, c'est pas le même coin. La vallée du Tshui. T'as beaucoup bougé alors quand même. Hein, on a un peu bougé. Ouais. La vallée du Tshui, elle est plus là. Je ne sais plus, à l'Archa, si c'est au sud de Bishkek, donc 40 km. La vallée de Tshui, c'est un peu plus loin, c'est à 80 km et au sud-est de Bishkek, en direction de la Chine, même si la Chine est encore à 400 km, 500 km. Mais dans cette direction-là, vers le lac Issyk-Kul, dont on parlera peut-être. Et donc, cette vallée est surtout intéressante parce que il y a le minaret de Burana, qui est une chose qui reste d'une ancienne ville, qui a été une ancienne capitale du temps, je ne sais plus, c'était au XIIIe siècle. Donc, mais qui a été rasé. C'était le début de l'islam, alors là. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, il y a ce minaret qui reste. Et puis, il y a aussi, tout autour, ils ont rassemblé un peu des statues, les balbals, dont je parlais tout à l'heure. Oui. Il y en a, je ne sais pas, une cinquantaine qui ont été mises là. Et voilà, tout ça fait un site un peu historique. Et ces balbals, donc, sont donc je disais, c'est des statues de 60 cm de haut, assez massifs, un peu comme des anciennes bornes kilométriques, on dira. Utilisé comme ça, peut-être, non? Ah non, c'était des statues, c'était je ne sais plus en quel... un caractère religieux. Oui, il y avait un caractère religieux. Oui, ça représentait une personne en particulier, non, des personnes, il n'y avait pas de... Et plus ou moins... des vertus. Plus ou moins figuratives, ou plus ou moins... Mais voilà, je ne sais plus exactement, je ne sais pas dans les pratiques religieuses propres. Oui, à cette période-là, quoi. Mais voilà, moi ça m'a je disais la première, moi ça m'avait, quand j'ai vu ça la première fois à Bishkek, là, dans un parc où il y a des tas de statues, dont les balbals, ça m'avait vraiment impressionné, je sais pas, ça m'avait attiré. Parce que là, vous avez un regard esthétique. Il y a peut-être des gens qui ont un regard religieux, ça peut-être. Ah oui, non. Oui, tout à fait. Mais après, aujourd'hui, ce n'est plus la religion, que l'islam fut toute représentation. Oui. Donc, il n'y a pas d'accès à la mer, mais il y a un grand lac, le lac Issyk-Kul, c'est le lac principal. Oui, c'est le lac principal. Oui, il est grand. À l'est. Il est grand. Oui, il est très grand. Alors, j'avais regardé, il fait 6200 km². Ah oui, c'est pas mal quand même. Et quoi faire du bateau. Ouais, donc il est très grand. Ouais. Est-ce que c'est touristique aussi autour du lac? Oui, le tourisme s'est développé. Il y a des complexes immobiliers qui ont été construits. Donc, oui, c'est devenu très touristique. Ouais. Les gens ont assez d'argent pour voyager au niveau tourisme là-bas ou pas, où ils restent sur place. Il y a des gens qui ont de l'argent parce que c'est des implantations immobilières pour touristes achetées par des gens de Bishkek ou de l'étranger, parce qu'il y a vraiment des Kazakhs ça coûte. Et donc, oui, là, ce sont des gens qui ont les moyens, qui investissent ou qui achètent à ce niveau-là. Oui. On est loin de la steppe, là. Après, moi, je n'avais pas dit, mais oui, il y a de tout, il y a une diversité un peu au niveau des revenus des gens, parce que rien que aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de chevaux, ça reste important dans la culture kirghize, mais il y a aussi beaucoup de voitures, parce que le cheval vapeur n'a pas remplacé, mais donc a suppléé en partie. Il y a des chevaux fiscaux aussi. Est-ce qu'en te promenant, effectivement, parce que tu as pas mal voyagé dans ce pays. Merci à vous toutes et tous. Et à bientôt. Et on vous souhaite un très 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 bon week-end. Prenez soin de vous et surtout aussi, restez curieux aussi. Au revoir. Au revoir.